Bonsoir, chers compatriotes. Ce soir, à Bunia, des équipes médicales montent des tentes de traitement dans la cour d'un hôpital déjà débordé. À Goma, une femme est isolée dans un centre sanitaire après avoir été confirmée positive au virus Ebola. À Kinshasa, nos compatriotes vérifient les informations entre rumeurs et démentis officiels. C'est la géographie de cette épidémie ce lundi 18 mai et elle concerne chaque foyer de notre pays. Bonsoir à nos compatriotes de Lubumbashi, de Mbojimayi, de Kisangani et à tous ceux qui nous suivent à travers la nation. Nous saluons ce soir avec une affection particulière Chambon Jaté et Omer Boatou, fidèles parmi les fidèles. Bonsoir également à notre diaspora partout dans le monde, vous qui portez le Congo dans vos journées et dans vos nuits. Ce soir, 2 dossiers testent la solidité de notre pays. Le premier est sanitaire. La 17e épidémie d'Ebola a quitté Vituri. Elle a atteint Goma. Le professeur Muyembe, l'homme qui connaît ce virus mieux que quiconque, a prononcé des mots que la nation n'a pas l'habitude d'entendre de sa bouche. Et le second est institutionnel. Le débat sur la Constitution n'est plus une rumeur de couloir. Le chef de l'État l'a ouvert lui-même. Le prix Nobel Mukwege a répondu ce matin. Et l'UDPS a annoncé sa feuille de route. Ce que cela signifie pour l'avenir politique de notre pays, Micheline va le poser avec la rigueur que ce sujet exige. Mais commençons par ce qui ne peut pas attendre. 350 cas suspects, 91 décès probables et un aveu qui change tout. Adriana est avec nous ce soir pour ce dossier. Ce matin, Inside News RDC a diffusé un flash spécial pour relayer le démenti formel de l'INSP concernant la présence de cas confirmés d'Ebola à Kinshasa. Nous avons pris acte de cette rectification. Ce soir, ce qui est confirmé et vérifiable, ce sont les chiffres de Bunia, le cas de Goma et les mots du professeur Muyembe. Adriana, tu as travaillé ces sources toute la journée. Où en est cette épidémie ce soir? Bonsoir à tous. Imelda, les chiffres ont changé depuis notre dernière édition, et pas dans le bon sens. Le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, s'est rendu à Bunia ce dimanche 17 mai. À l'issue d'une réunion au gouvernorat, il a communiqué les données actualisées. 350 cas suspects, 59 malades hospitalisés et activement pris en charge, et 91 décès qualifiés de probables. 3 zones de santé sont touchées en Ituri, Nuwalu, Rwampara et Bunia. Le ministre a annoncé la construction de 3 nouveaux sites de traitement sur ces 3 zones pour élargir les capacités de prise en charge. Des tentes ont été acheminées dimanche matin pour monter ces centres. Samedi, nous avions 87 décès. Ce dimanche, 91 décès probables et un bond à 350 cas suspects. Mais ce qui a frappé nos auditeurs ce week-end, c'est surtout l'aveu du professeur Muyembe. Qu'a-t-il dit exactement? Le professeur Jean-Jacques Muyembe, directeur de l'INRB, a accordé une interview ce dimanche. Et ces mots sont d'une gravité inhabituelle pour un scientifique de cette stature. Il a déclaré, je le cite avec les verbes de distanciation qui s'imposent, « Notre système de surveillance n'a pas fonctionné ». Il a précisé que les premiers symptômes du cas index, un infirmier de Bunia, remontent au 24 avril. 6 semaines se sont écoulées avant la confirmation officielle du 14 mai. 6 semaines. Le professeur Muyembe a pointé 2 causes. La première est technique. Les kits de diagnostic disponibles à Bunia ne détectaient que la souche Zaïre, la plus fréquente en RDC, et renvoyaient des résultats négatifs pour la souche Bundibugyo. Ce n'est qu'après l'envoi des échantillons à l'INRB de Kinshasa que la confirmation est tombée. Lui positif sur 13 échantillons testés. La seconde cause est humaine et politique. Le professeur Muyembe a accusé, sans ambiguïté, les élus de la région, députés et sénateurs, qui vont en vacances et qui sont au courant. Ils savent qu'il y a des morts et on ne dit rien. Il a qualifié cela d'irresponsabilité collective. Cette irresponsabilité collective, on en voit les conséquences directes. Le virus a quitté l'Ituri. Exactement. Le professeur Muyembe a confirmé dimanche un cas positif à Goma, principale ville de l'Est congolais. Il s'agit de l'épouse d'un homme décédé du virus Ebola à Bunia, qui a rejoint Goma après le décès de son mari.
l'INRB de Goma a confirmé le résultat avec les mêmes techniques que le laboratoire national. Les épidémiologistes sont en train d'établir la liste des contacts de cette patiente et le professeur Muyembe a reconnu que cette liste pourrait être longue. Pour Kinshasa, en revanche, le professeur Muyembe a été catégorique. La personne qui s'est présentée spontanément à l'INRB a été testée négative pour la souche Bundibugyo. L'INSP a publié un démenti formel que nous avons relayé ce matin dans notre flash spécial. Le Rwanda a réagi immédiatement. Que sait-on de la fermeture de la frontière? Deux mesures distinctes. D'abord, le gouvernement rwandais, par la voix de son ministère de la Santé, dirigé par l'épidémiologue Sabin Nsanzimana, a annoncé le renforcement du dépistage et de la vigilance à tous les points d'entrée le long de la frontière avec la RDC. Kigali affirme qu'aucun cas n'a été recensé sur son territoire à ce jour. Ensuite, la frontière entre Goma et Gisenyi a été fermée dimanche matin. Un agent du service informatique de la Grande Barrière de Goma a confirmé que le Rwanda n'autorise plus les entrées sur son territoire et que les mouvements dans les deux sens sont bloqués. Aucune communication officielle n'a été publiée ni par Kigali ni par le M23 qui occupe Goma. En Ouganda, le président Museveni a signé un communiqué reportant le pèlerinage annuel de Namubongo, commémoré chaque 3 juin à une date ultérieure. Le motif invoqué, des milliers de pèlerins congolais affluent chaque année depuis l'est du Congo, zone actuellement frappée par l'épidémie. L'OMS, de son côté, a franchi un palier. Elle a déclenché l'USPPI, le deuxième niveau d'alerte le plus élevé. Le mot pandémie n'est pas encore prononcé, mais le signal est envoyé. Le professeur Muyembe, lui, dit qu'il ne faut pas céder à la panique. Comment concilier ces deux messages? Le professeur Muyembe a rappelé un fait que la nation doit entendre. Sur les 17 épidémies d'Ebola qu'a connues la RDC depuis 1976, 15 ont été maîtrisées sans vaccin et sans traitement spécifique, simplement en appliquant les mesures de santé publique. Isolement, suivi des contacts, enterrement digne et sécurisé, rupture de la chaîne de transmission par contact avec les liquides corporels. En 2012, la même souche Bundibayo avait frappé à Isiro et avait été contenue. Le professeur Muyembe a annoncé que d'ici la fin du mois de mai, l'INRB identifiera les candidats vaccins et les candidats molécules contre cette souche. La mortalité de Bundibayo est d'environ 30%, contre plus de 80% pour la souche Zaïre. Sur ce point, le gouvernement et la communauté scientifique congolaise méritent que la nation leur accorde un crédit raisonnable. Il exige la transparence sur les chiffres, jour après jour, et la fin du silence des élus locaux que Muyembe a dénoncé. Car pendant que Kinshasa organise la riposte, le gouverneur militaire de l'Ituri a dû dimanche même menacer de sanctions les propagateurs de fausses informations qui entravent le travail des équipes sur le terrain. Les milieux humanitaires réévaluent leurs déplacements vers les zones à haut risque. Les États-Unis ont déconseillé l'Ituri à leurs ressortissants et MSF prépare une intervention d'urgence à grande échelle en alertant sur une vitesse de propagation qu'elle juge extrêmement préoccupante. La question que la nation est en droit de poser ce soir n'est pas de savoir si le Congo peut vaincre Ebola. Il l'a fait 15 fois. La question est de savoir pourquoi en 2026, avec 42 laboratoires sur le territoire, il faut encore 6 semaines pour nommer un virus qui tue. La réponse ne se trouve pas dans l'équipe de diagnostic. Elle se trouve dans la chaîne de responsabilité qui va du laboratoire de Bunia jusqu'au bureau des élus qui savaient et qui se taisaient. Merci Adriana. Ce que nos concitoyens retiennent ce soir, c'est ceci. Le virus est à Goma. La riposte se déploie à Bunia, Mungwalu et Rwampara. Le professeur Muyembe promet des pistes vaccinales d'ici fin mai. Mais le système qui devait nous alerter a failli. La nation surveille et Inside News RDC continuera de vous informer sans relâche sur ce dossier. Ce soir, un autre test attend notre pays. Celui-ci ne se joue pas dans les laboratoires. Il se joue dans les textes fondamentaux qui organisent notre vie collective. Micheline nous rejoint. Le 6 mai dernier,
le président Félix Tshisekedi a déclaré devant les caméras que si les Congolais lui demandaient de revenir pour un troisième mandat, il serait à leur disposition tant que Dieu lui donnerait l'énergie. Depuis, le débat constitutionnel n'est plus une hypothèse. Micheline, ce week-end, a accéléré la séquence. Bonsoir à toutes et à tous. Ce qui s'est passé ce week-end, Imelda, c'est que le débat est sorti de la sphère présidentielle pour rentrer dans l'arène politique directe. 3 actes en 48 heures. Premier acte, dimanche 17 mai, au terrain Asosa à Kinshasa. Le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito, vice-premier ministre en charge du budget, a tenu son premier rassemblement populaire depuis son entrée au gouvernement. Le secrétaire général, Maître Blanchard Mongomba, a affirmé que le changement de la Constitution est un impératif pour leur formation et que cette position remonte à 2019. Il a qualifié la Constitution de 2006 d'illégitime, rédigée en Belgique, adoptée par une assemblée nommée et promulguée par un président de fait, rappelant qu'en février 2006, Joseph Kabila n'était pas un président élu. Nouvel Élan défend un régime présidentiel pur avec suppression du poste de Premier ministre, le retour du scrutin à 2 tours et la titrisation des terres dans le texte constitutionnel. Deuxième acte, dimanche soir, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a pris la parole devant les militants du parti présidentiel. Il a déclaré qu'aucune force de l'opposition ne pourra empêcher l'UDPS de concrétiser son projet de réforme constitutionnelle. Il a annoncé vouloir reprendre la Constitution élaborée en 1992 lors de la Conférence nationale souveraine dirigée par le cardinal Laurent Monsengo et l'adapter aux réalités actuelles. Troisième acte, ce lundi 18 mai, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a publié une déclaration sous le mot d'ordre « Touche pas à ma Constitution ». Il accuse les partisans de la réforme de mettre en danger les principes démocratiques du pays. Il rappelle que le second et dernier mandat de Félix Tshisekedi s'achève le 20 janvier 2029. Et il pose une question que la majorité présidentielle n'a pas encore tranchée. Si l'insécurité dans le Nord Kivu et le Sud Kivu empêche l'organisation des élections de 2028, comment justifier l'organisation d'un référendum constitutionnel dans les mêmes provinces? Le docteur Mukwege dénonce également ce qu'il appelle une incohérence fondamentale. Ceux qui dénoncent une constitution des étrangers sont les premiers à brader nos mines stratégiques aux puissances étrangères. Le cadre juridique de ce débat mérite d'être posé clairement pour nos compatriotes. L'article 220 de la Constitution de 2006, révisé en 2011, verrouille explicitement la limitation du nombre et de la durée des mandats présidentiels. Toute révision portant sur ce point est interdite. L'Assemblée nationale examine actuellement une proposition de loi déposée par le député Paul Gaspard Ngondankoy, visant à encadrer l'organisation d'un référendum. Ce texte de 93 articles prévoit un mécanisme passant par une assemblée constituante, dont l'argument juridique est le suivant. Une assemblée constituante ne révise pas la Constitution, elle en rédige une nouvelle. Ce qui permettrait, dans ce raisonnement, de contourner l'article 220 sans formellement le violer. Des juristes congolais contestent cette lecture, estimant que le résultat reste une subversion de l'ordre constitutionnel, quelle que soit la procédure. Il faut reconnaître que certains arguments avancés par les partisans de la réforme ne sont pas dénués de fondement. La fragmentation politique avec plus de 700 partis représentés au Parlement pose un problème réel de gouvernabilité. La question de la double nationalité réclamée par la diaspora est légitime, et l'accord de partenariat avec Washington comporte effectivement une clause engageant la RDC à adapter son cadre fiscal dans les 12 mois. Cette clause existe, mais elle concerne le cadre économique, pas les modalités de la succession présidentielle. Ce qu'aucune voix de la majorité n'a fourni à ce jour, c'est une garantie explicite que l'article 220 ne sera pas touché. Le spectre des mobilisations de 2016 et 2018 contre la tentative de Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir plane sur ce débat. Il s'agissait alors du même pays, de la même constitution,
du même article 220, et Félix Tshisekedi était parmi ceux qui s'y opposaient. L'opposition a annoncé une conférence de presse mardi 19 mai pour dévoiler ses actions. La question que chaque Congolais est en droit de poser ce soir ne porte pas sur les intentions, elle porte sur les actes. Quand un texte de 93 articles sur le référendum est déjà en examen à l'Assemblée nationale, quand le parti au pouvoir annonce publiquement sa feuille de route constitutionnelle, et quand le chef de l'État lui-même conditionne son avenir à la volonté populaire. Ce n'est plus un débat, c'est une séquence politique en cours. La réponse se trouvera dans ce que la majorité parlementaire choisira de voter dans les prochains mois. Merci Micheline. Ce dossier ne fait que commencer et Inside News RDC veut suivre acte par acte, texte par texte, vote par vote. Ce que nos compatriotes méritent, c'est de voir clairement la direction que prend leur pays. Et ce soir, cette direction est un peu plus visible qu'hier. De la Constitution qui organise la nation à l'armée qui la défend, la transition est naturelle. Ce dimanche 17 mai, les forces armées de la République démocratique du Congo ont célébré leur journée nationale. Et derrière les gerbes de fleurs et les discours, c'est un message de fond qui émerge. Le 17 mai est dans le calendrier congolais la journée consacrée aux forces armées et à la mémoire de la Révolution. C'est le 17 mai 1997 que les troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, dirigées par Laurent Désiré Kabila, entraient dans Kinshasa après plusieurs mois de guerre contre le régime de Mobutu Sese Seko. Une date qui a redonné au pays son nom de République démocratique du Congo. Ce dimanche, au mémorial du soldat congolais, place Forescom dans la commune de la Gombe, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a déposé une gerbe de fleurs au nom du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi. Le chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué et plusieurs hauts gradés des FARDC et de la police nationale congolaise ont fait de même. Un office œcuménique a été organisé en mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur, avec des messages des aumôniers militaires appelant à l'obéissance au commandement et à l'unité nationale. Le vice-premier ministre Kabombo a insisté sur deux axes dans son allocution. Le premier est le renforcement des capacités des FARDC et de la police nationale congolaise pour assurer la protection des populations sur l'ensemble du territoire. Le second est l'enseignement des valeurs patriotiques dès le plus jeune âge, estimant que l'amour de la patrie constitue un pilier fondamental de la stabilité et de la souveraineté nationale. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a publié un message sur son compte X dans lequel elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes et les efforts de modernisation de l'armée. Elle a adressé sa reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui servent la République sous le drapeau, souvent dans des conditions difficiles, parfois jusqu'au sacrifice ultime. À Lubumbashi, la journée a pris une couleur particulière. Le général Edi Kapend Irung, commandant de la 22e région militaire, a organisé un match de football entre militaires et policiers au stade Frédéric Kibasa. Le match, remporté par les militaires, visait à symboliser l'unité entre les deux corps. Le général Kapend a déclaré que cette rencontre offrait aux forces de sécurité l'occasion de renouveler leur loyauté envers la République et son chef de l'État. Les FARDC ont également publié un communiqué signé par le lieutenant-colonel Mongba Hazukaimak, porte-parole par intérim, dans lequel elles réaffirment leur soutien à l'ensemble des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme dans l'est du pays. Ce communiqué rappelle que les FARDC, aux côtés des armées ougandaises et burundaises, ainsi que de la MONUSCO, poursuivent des opérations conjointes contre les terroristes de l'ADF, MTM-ISCAP et d'autres groupes armés. Le communiqué souligne que ces missions méritent respect et considération et déplore certaines déclarations publiques jugées de nature à discréditer ou à semer le doute sur les efforts des forces engagées. Sans remettre en cause la liberté d'expression, l'armée appelle la population à rester unie derrière les forces de défense, à éviter les discours de haine ou de démoralisation et à privilégier les messages de paix et de cohésion nationale. Cette journée du 17 mai
intervient dans un contexte où les FARDC sont engagés simultanément sur plusieurs fronts, contre le M23 et ses alliés rwandais dans le nord et le sud Kivu, contre les ADF dans le territoire de Beni et en Ituri, et désormais en appui de la riposte sanitaire contre Ebola dans les mêmes zones. Le sacrifice quotidien des soldats congolais est réel. Les réformes promises par le gouvernement le sont aussi sur le papier. Ce que les familles de militaires et les populations de l'Est attendent, c'est que les mots du 17 mai se traduisent en moyens concrets sur le terrain, là où les obus tombent et où les tentes de traitement se montent dans la même province. Une armée qui se célèbre est une armée qui se projette. Mais la projection la plus urgente ce soir est celle des équipes de Marie-Ange, qui nous attend avec les faits que vous devez encore entendre avant de refermer cette édition. Marie-Ange, à toi. Bonsoir à tous. Bonsoir Imelda. Ce soir, 3 signaux, venus de 3 directions différentes, convergent vers la même question. Qui protège nos frontières et nos concitoyens? Le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la communication, Bienvenue Ilambo, a vivement répondu ce samedi 16 mai au ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Ilambo accuse Kigali de scruter le moindre tweet ou communiqué de la présidence congolaise au lieu de répondre aux graves accusations qui pèsent sur le Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Il affirme n'avoir aucun démenti à apporter à un ministre des Affaires étrangères d'un pays agresseur et dénonce une polémique qu'il qualifie de construction d'un narratif politique entretenu depuis Kigali. Cette passe d'armes diplomatique intervient alors que les sanctions américaines du 2 mars dernier contre l'ensemble des forces de défense rwandaises continuent de produire leurs effets. Ce qui nous conduit à Aru, dans le nord de l'Ituri, où la souveraineté territoriale n'est pas qu'un concept diplomatique. Au moins 40 Congolais et réfugiés sud-soudanais sont toujours retenus en otage depuis une incursion armée survenue dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai dans les villages frontaliers d'Aril et d'Oulendere, à environ 350 km au nord de Bunia. Les ravisseurs, identifiés comme des rebelles venus du Soudan du Sud, ont profité de l'absence des FARDC et de la police nationale dans cette zone frontalière pour piller médicaments, bétail et volailles. D'autres sources évoquent jusqu'à 75 personnes enlevées, dont 3 auraient réussi à s'échapper. La société civile de la chefferie de Kakwa rappelle qu'au moins 28 incursions attribuées à des soldats et miliciens sud-soudanais ont été enregistrées dans cette partie d'Aro depuis le début de l'année 2026. Une semaine après les faits, aucune réaction officielle des FARDC ni des autorités provinciales ou territoriales n'a été enregistrée. 40 otages, 28 incursions, 0 réponse officielle. Ce silence est en lui-même un fait que nos compatriotes d'Aru sont en droit de questionner. Le rythme change, mais la nation reste au centre. Le gouvernement congolais a entamé ce samedi 16 mai une nouvelle phase de préparation de la loi de finances rectificative 2026. Réunis au centre financier de Kinshasa, les experts du ministère du Budget et de 7 ministères sectoriels ont ouvert des consultations destinées à revoir les priorités budgétaires de l'État. Ces travaux se déroulent sous la direction du vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito. Parmi les secteurs auditionnés en priorité figurent la défense nationale, l'intérieur, la santé publique, l'éducation, les infrastructures, les transports et l'industrie. Le gouvernement entend identifier une vingtaine de secteurs prioritaires pour concentrer les moyens sur des projets à fort impact. Les consultations se poursuivent dès ce lundi 18 mai avec 10 autres ministères. L'avant-projet sera ensuite transmis aux instances compétentes. Dans un contexte où Ebola impose des dépenses sanitaires imprévues et où l'Est mobilise des ressources militaires croissantes, ce réajustement budgétaire n'est pas un exercice technique. C'est un choix de priorité nationale. Dans le registre politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti de Modeste Bahati Lukwebo, a exprimé dans un communiqué publié vendredi sa reconnaissance au président Tshisekedi et à la maison militaire après la libération le 15 mai
de 4 militants arrêtés au Beach Ngobila. Ces militants accompagnaient le vice-président du parti, l'honorable Ilève Kasusa Kikobia, à son retour de Brazzaville. L'AFDC sollicite désormais l'intervention de la maison civile du chef de l'État pour la libération de Kasusa lui-même, toujours détenu. Le parti réaffirme son appartenance à l'Union sacrée de la nation. La question reste entière. Sur quel fondement un vice-président de parti allié au pouvoir est-il maintenu en détention après le retour de ses accompagnateurs? Imelda, voilà ce que ce lundi soir a produit dans les marges des grands titres. Merci, ma vie ange. 40 otages à Haro, une frontière fermée sans explication à Goma, un budget national à réajuster dans l'urgence. Ce que ces faits ont en commun, c'est qu'ils exigent des réponses et que la nation les attend. Ce soir, 2 dossiers ont traversé cette édition comme 2 courants qui disent la même chose. La solidité de notre pays est testée et c'est maintenant que se joue la réponse. Sur le front sanitaire, la 17e épidémie d'Ebola a atteint Goma. Le professeur Jean-Jacques Muyembe a confirmé le cas d'une femme contaminée par son époux décédé à Bunia. Il a prononcé des mots rares pour un scientifique de sa stature en dénonçant la faillite du système de surveillance et l'irresponsabilité des élus locaux qui savaient et se taisaient. Les chiffres communiqués par le ministre Roger Kamba à Bunia sont lourds. 350 cas suspects, 91 décès probables, 3 zones de santé touchées en Ituri. Mais le professeur Muyembe rappelle que la RDC a vaincu 15 épidémies sans vaccin ni traitement et que des candidats thérapeutiques contre la souche Bundibugyo sont attendus d'ici la fin du mois de mai. La question n'est pas de savoir si le Congo peut vaincre ce virus. La question est de savoir si le système qui doit l'alerter sera réparé avant la prochaine flamme. Sur le front constitutionnel, le débat sur l'article 220 n'est plus une rumeur. Le prix Nobel Denis Mukwege a lancé ce lundi le mot d'ordre « Touche pas à ma constitution ». L'UDPS d'Augustin Kabouya et Nouvel Élan de Blanchard Mongomba ont répondu en assumant publiquement leur projet de réforme. Un texte de 93 articles sur le référendum est en examen à l'Assemblée nationale. L'opposition annonce une conférence de presse mardi. La séquence est lancée et Inside News RDC la suivra avec la rigueur que notre nation mérite. Ce soir, nous laissons nos compatriotes avec cette pensée de Patrice Lumumba. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, à Paris ou aux Nations Unies. Ce sera celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Ce soir, l'histoire qui s'écrit à Bunia et à Kinshasa est celle que nos enfants liront. Faisons en sorte qu'elle dise la vérité. Que Dieu protège notre nation et veille sur chacun de nos foyers. Retrouvez nos analyses approfondies et nos émissions spéciales sur la chaîne YouTube d'Inside News RDC, où chaque dossier est développé pour ceux qui veulent comprendre au-delà du titre. C'était Imelda pour Inside News RDC. Je vous donne rendez-vous demain et vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.